Very warm welcome. Good morning. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui sur le thème langue, multilinguisme et alphabétisation dans le cadre de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Cet événement est organisé conjointement par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, nos collègues pour le développement des compétences et la section de l'éducation pour l'inclusion et l'égalité des genres, ainsi qu'avec notre partenaire SIL International, qui est l'un des membres associés de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation et qui travaille activement dans le domaine de la langue et de l'éducation. Chers collègues, c'est un honneur pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir ainsi démarrer notre webinaire qui a deux objectifs. Tout d'abord, il y a un objectif de plaidoyer et dans ce cadre, nous voulons mettre en avant l'importance de fournir des opportunités d'apprentissage pour développer l'alphabétisation dans les langues locales ou autochtones pour les jeunes et les adultes. Il s'agit par ailleurs aussi de soutenir en termes de politique le multilinguisme en partageant des politiques, des programmes prometteurs en matière d'alphabétisation et de langue dans l'éducation mise en œuvre par les membres associés et les différents membres. En fait, ce webinaire marque le deuxième webinaire dans une série que nous organisons donc, dans le cadre de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Nous avons démarré avec un webinaire très important. Il s'agissait de la présentation d'un outil important sur la façon d'évaluer et de comprendre le niveau d'alphabétisation au sein de populations spécifiques. Et c'est un outil qui s'appelle IPAS que nous avons élaboré. Il s'agit d'une enquête pour déterminer les compétences de la vie quotidienne et cela a été mené par notre Institut de statistique dans le cadre du programme d'évaluation et de suivi de l'alphabétisation, LAMP. Voilà le deuxième webinaire que nous organisons donc et nous nous réjouissons à la perspective de votre participation. Nous avons plus de 50 membres de l'Alliance GAL et des membres associés ainsi que d'autres qui se joignent à nous aujourd'hui. Donc nous allons poursuivre ce cheminement de partage des connaissances et d'apprentissage par les pairs, entre pairs, pour progresser sur ce plan. La question du multilinguisme et son rôle dans la promotion de l'inclusion, de l'éducation et de la cohésion sociale, cela a été mis en lumière dans le rapport de 2021 de l'UNESCO sur les langues, rapport mondial. Il est très important de souligner que nous avons aujourd'hui plus de 7000 langues qui sont utilisées de par le monde, mais la moitié d'entre elles sont menacées de disparition. Et cela entraînerait une disparition de la culture, de l'identité, des visions du monde. L'UNESCO a donc défini un programme d'action très important dans ce domaine et est à l'avant-garde des efforts mondiaux pour sauvegarder ces langues et cette diversité culturelle et linguistique. Cela est un patrimoine humain que nous devons préserver. Il y a un cadre important que nous avons adopté à l'échelle internationale. Il s'agit du cadre de la décennie des langues autochtones des Nations Unies 2000. Et cela, en fait, nous permet d'agir de concert dans un contexte multilatéral pour faire progresser ce programme d'action ensemble. Nous considérons également que le multilinguisme présente différentes dimensions. Certaines ont trait aux droits de l'homme, le droit à l'éducation, le droit à l'accès à la langue, à la maîtrise des compétences de littératie, mais il y a également un aspect économique. Il s'agit de développer des compétences pour s'épanouir dans la société, dans l'économie. Il s'agit de trouver un emploi, aussi de progresser en termes de carrière. Il y a également l'élément sociétal. Comment est-ce que nous pouvons ainsi préserver les identités, promouvoir la culture et les différentes cultures. Donc, il est très important de considérer que le multilinguisme
et la promotion de l'alphabétisation sur un plan multinational. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les 30 membres de l'Alliance GAL sont déterminés à faire progresser ce programme d'action, mais il y a des défis conséquents. Par exemple, aujourd'hui, les pays de l'Alliance GAL, en fait, abritent 580 millions de personnes analphabètes sur les plus de 700 000 dans le monde, 700 millions dans le monde. Donc, nous savons aussi que la plupart des personnes analphabètes sont des femmes. Donc, il s'agit vraiment de relever ces défis. Et le multilinguisme fait partie de la solution. Et nous devons vraiment y accorder une attention particulière. Les États membres mettent en place des stratégies, des politiques, et nous entendrons des exemples de cela au cours de notre réunion d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais maintenant vous présenter l'ordre du jour. Pour aujourd'hui, nous allons d'abord examiner les approches de la langue et du multilinguisme au niveau politique dans les pays de l'Alliance GAL. Ensuite, nous en saurons davantage sur des cas prometteurs de programmes d'alphabétisation dans des contextes multilingues. Enfin, nous allons entamer une discussion sur les perspectives de recherche sur la langue, le multilinguisme et l'alphabétisation, en particulier par rapport aux apprenants adultes. Et je tiens à remercier tous les participants et tous les intervenants qui nous rejoignent aujourd'hui. Avant de clore, j'aimerais vous rappeler une campagne importante que nous avons lancée il y a près d'une semaine de cela. Je suis un apprenant tout au long de la vie, c'est le nom de notre campagne et je vous appelle à nous rejoindre dans le cadre de cette campagne qui vise à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et l'alphabétisation dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. Il s'agit de mettre en lumière ces initiatives d'apprentissage tout au long de la vie. Il s'agit d'humaniser les actions pour l'apprentissage tout au long de la vie grâce à un partage d'expériences, de récits de chacun. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Vous trouverez les informations sur le chat pour pouvoir nous rejoindre. Mes collègues vont afficher ces informations dans le chat. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Rakat qui va modérer la première session. Merci beaucoup, Boren, pour ces propos liminaires et pour avoir mis en lumière ces questions de langue et de multilinguisme et d'alphabétisation spécifique pour les pays membres de l'Alliance GAL. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis responsable d'équipe du programme sur les écosystèmes d'apprentissage. Et une des questions dont nous allons parler aujourd'hui a trait à la langue en tant qu'élément d'un apprentissage de qualité, le multilinguisme. Alors, je vais modérer la séance 1. Et dans ce cadre, nous allons mettre l'accent sur les questions spécifiques qui ont trait aux stratégies dans l'approche de la langue, le multilinguisme et l'alphabétisation. Et à mes côtés, pour cette séance, nous aurons 3 intervenants que je remercie d'avoir pris le temps d'être des nôtres. Il s'agit de pays membres de l'Alliance GAL qui vont partager avec nous leur expérience au niveau de leur pays. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter ces intervenants. Je vais leur demander d'allumer leur caméra, ainsi les autres participants pourront vous voir. Et les autres participants, je vous demande d'éteindre vos caméras, ainsi nous verrons clairement les intervenants. Alors tout d'abord, Monsieur Momodou Dieng, directeur de l'évaluation et du développement de la recherche curriculaire, ministère de l'Éducation de base et de l'enseignement secondaire de Gambie. Monsieur Dieng, vous êtes là? Est-ce que vous voulez bien allumer votre caméra? Mais je suppose qu'il est là. Oui, merci beaucoup, je suis bien là. Très bien. Ensuite, nous entendrons Monsieur Tirasesio, directeur général de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Burkina Faso. Monsieur Zio, vous êtes bien parmi nous? Je suppose qu'il est bien là. Et le troisième intervenant sera Monsieur Aminuddin Aziz, responsable de l'Agence nationale pour le développement et la culture des langues au ministère de l'Éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie d'Indonésie. Monsieur Aziz, bienvenue à cette séance. Donc, les 3 intervenants sont des nôtres.
Si ce n'est pas le cas, on me le fera savoir. Alors tout d'abord, les questions clés qui ont été adressées aux intervenants. Il s'agira des stratégies sur les langues, multilinguisme et alphabétisation. Et j'aimerais rappeler à chaque intervenant que vous avez jusqu'à 7 minutes pour présenter vos diapositives. Ensuite, je vous interromprai afin que nous ayons le temps d'une petite séance de questions-réponses. Alors, j'invite les participants à utiliser activement le chat, si possible, pour poser vos questions. Mais nous aurons des opportunités par la suite de discuter, probablement après les présentations des intervenants. Mais vous pouvez toujours par la suite, en fait, vous pouvez nous envoyer des mails également. Nous poserons vos questions aux intervenants. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Momodou Dieng de Gambie. Vous avez la parole. Donc, pour une présentation d'une durée maximale de 7 minutes et qui va être présentée donc par mes collègues ici afin que tout le monde puisse suivre votre présentation. Vous avez la parole, Monsieur Dieng. Eh bien, merci beaucoup, Madame la modératrice. Je suis ravie de faire partie de cette expérience sur le multilinguisme, en particulier au niveau stratégique. En Gambie, nous avons une douzaine de langues et 5 sont des langues majeures. Mandinka, avec 879 locuteurs, Pulaar, 377 000, Wolof, 314 000, Sahraoulé, 130 000, et Joala, 117 000. En fait, presque tous les Gambiens, nous avons la chance parce que nous sommes un petit pays, mais presque tous les Gambiens peuvent parler entre 2 ou 3 de ces langues. En mai-juin de cette année, nous avons mené un exercice de cartographie linguistique dans les régions, les communautés, les écoles, afin de déterminer quelles sont les langues qui sont principalement utilisées ou parlées par les enfants ou les enseignants dans ces différentes régions. Et cela essentiellement parce que nous prévoyons maintenant d'élaborer une politique linguistique dans l'éducation. Nous avions besoin de ces informations résultant de cet exercice de cartographie afin de nous aider à élaborer cette politique et afin de définir des orientations sur la façon d'utiliser ainsi ces langues. Pour répondre à votre deuxième question, c'est-à-dire en fait comment ces programmes dans nos pays sont en place pour assurer un accès équitable à l'éducation et également par rapport à l'éducation inclusive qui utilise ces langues comme moyen d'instruction de la petite enfance jusqu'au 3e niveau. Donc voilà comment effectivement nous traitons la question de l'équité dans l'éducation. Parce que pour le L2, donc, en langue anglaise, les enfants dans les zones urbaines, dans les centres-villes, qui ont des parents qui sont alphabètes, n'ont peut-être pas de difficultés s'ils arrivent directement au niveau 1 ou 2 parce qu'ils ont déjà eu une expérience de cette langue à la maison. Mais la majorité des enfants qui viennent des villages et des communautés où l'on ne parle pas anglais, ils ont des difficultés au moment d'entrer au niveau 1, au niveau 1 du primaire dans notre cas, car à ce moment-là, on utilise l'anglais et c'est une langue nouvelle pour eux. Donc, de 2011 à 2018, nous avons mis en place en pilote l'utilisation donc de la langue 1 en lecture. Et on a vu que lorsque les enfants apprennent dans la langue qui leur est la plus familière, en fait, ils apprennent plus vite. Et c'est pourquoi maintenant nous élaborons une politique des langues dans l'éducation qui va
nous aider à déterminer quelles sont les langues à utiliser comme moyen d'instruction dans les différentes régions, dans les différentes écoles et communautés. Cette politique va également donner des orientations sur la manière et le moment où les langues nationales seront enseignées comme matière, parce qu'on souhaite utiliser cela non seulement comme un moyen d'instruction, mais on veut également l'enseigner en tant que matière. Ainsi, les enfants pourront choisir quelle est la langue qu'ils souhaitent étudier. Nous avons également donc un taux d'alphabétisation de 50,8% pour les adultes et pour les jeunes, 67,2%. Cela veut dire que nous avons encore énormément de besoins en tant que pays pour combler ces lacunes d'alphabétisation des adultes et des jeunes. Et c'est pourquoi nous coordonnons des programmes d'éducation non formelle pour les adultes en utilisant les langues nationales dans ces programmes. Alors, quels sont les défis ou les obstacles que nous avons rencontrés en tant que pays pour la mise en œuvre des politiques sur les langues? Alors, pour certains des défis que l'on perçoit pour la mise en œuvre de la politique d'éducation sur les langues en Gambie sont les suivants. On pourrait rencontrer une certaine résistance de la part de la population qui pourrait ne pas comprendre la valeur économique directe ou indirecte de l'étude des langues nationales. Pour eux, le fait que depuis longtemps déjà l'anglais soit la langue d'instruction, et ils ont pu voir que pour être employés, trouver un emploi par la suite, il faut qu'ils aient un bon niveau en anglais. Donc, eux ne considéreront pas qu'il y a un avantage direct à étudier les langues nationales ou à les apprendre. Donc, il faudra vraiment opérer des efforts de sensibilisation du public pour leur montrer comment le fait d'utiliser ces langues nationales peut être bénéfique en permettant ainsi aux enfants d'apprendre plus vite et également comment effectivement ils peuvent ensuite apprendre la L2 plus rapidement. Et donc l'inclusion de tous en termes de langue, de dialecte, cela pourrait aussi constituer un défi. Car oui, on veut promouvoir ces langues, mais en fait, chacune de ces langues a également des dialectes différents. Donc comment est-ce qu'on peut standardiser, normaliser pour nous assurer que euh, on se met d'accord sur une langue ou un dialecte normalisé. Cela pourrait constituer un défi. Et il y a aussi le sentiment que c'est une perte de temps que d'étudier sa propre langue, parce que parfois, en fait, même pendant la mise en œuvre pilote de ce programme d'alphabétisation avec les langues nationales, certains des retours que nous avons recueillis de la part de certains enseignants et parents, c'était pourquoi est-ce que on étudie notre propre langue? En fait, nous sommes à l'aise dans notre langue, donc pourquoi l'étudier? Donc, bien sûr, nous devons faire en sorte qu'ils comprennent que certaines de ces langues risquent de disparaître. Et qu'ainsi on perdrait des valeurs de la culture si on ne revitalise pas ces langues et si on ne les étudie pas. Et apprendre dans sa propre langue, c'est important à de nombreux égards, bien sûr, puisque cela permettra une transition plus fluide pour l'enfant de la maison à l'école. La plupart d'entre eux, effectivement, qui n'ont pas une L2 qu'on parle à la maison, eh bien, ils arrivent en classe, ils ont du mal, ils ont des difficultés, pas seulement par rapport aux nouveaux concepts qu'ils apprennent, mais également par rapport à leur langue d'apprentissage. Merci. Merci infiniment, Monsieur Zheng, pour cette présentation très intéressante. Vous avez mis en lumière les pratiques ou les orientations en matière de politique prises par la Gambie. En ce moment, je voudrais maintenant inviter Monsieur Zio du Burkina Faso à prendre la parole. Il est directeur général de l'éducation non formelle et il va nous parler de l'expérience du Burkina. C'est à vous, monsieur. Merci beaucoup. Ok, oui, merci bien. Ok, alors, donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Zio Kirase, je suis le directeur général de l'éducation non formelle. Je crois qu'on va aller directement au premier point. Allons au premier point, s'il vous plaît. On n'a que quelques minutes. Voilà. Diapo. Diapo. Diapo, s'il vous plaît.
Diapo, OK. Alors, donc, pour ce qui est de la première question, il faut dire que le paysage socio-linguistique du Burkina Faso est riche de 59 langues. Alors, parmi donc, ces 59 langues-là, on les regroupe en trois parties, en trois grands groupes. En trois grands groupes, il y a les langues minoritaires, il y a les langues dominantes et véhiculaires, et il y a les langues de grande communication. Alors, les langues minoritaires, dont certaines sont en danger sont en danger donc de disparition, et enregistrent entre 1000 et 10 000 locuteurs au grand maximum et sont généralement confinés donc sur un terrain réduit, notamment dans quelques villages. Alors, pour préserver donc ces langues minoritaires, Diapo, pour préserver donc ces langues minoritaires, le Burkina Faso a élaboré en 2022 une politique linguistique. Diapo, s'il vous plaît, Diapo. Alors, le Burkina a élaboré une politique linguistique en 2022. Et cette politique linguistique se propose donc de faire la sauvegarde et la promotion donc des langues dites minoritaires et vise l'immortalisation donc de ces langues-là. Et cette politique linguistique vise à dynamiser également les structures de promotion de ces langues minoritaires, de poursuivre la description de ces langues et de les doter en documents didactiques et de les utiliser comme médium et langue enseignée. Alors, enfin, cette politique-là vise à créer donc des sous-commissions de ces langues pour les préserver. Alors, en termes d'initiatives, Diapo, en termes d'initiatives donc mises en place pour protéger et promouvoir la diversité linguistique, on peut citer l'encadrement juridique en matière de promotion des langues nationales, et notamment la Constitution, certains décrets et des lois que nous avons votées, dont la plus récente est la loi d'orientation sur les modalités d'officialisation et de promotion des langues nationales. Il y a également l'utilisation des langues nationales dans tous les ordres d'enseignement, du primaire jusqu'au secondaire. Il y a aussi l'utilisation des langues nationales par l'écrasante majorité de la population. Il faut dire que le recensement de 2019 a révélé que plus de 97% de la population burkinabé parle les langues nationales. Il n'y a que 2% qui parlent le français. Donc, c'est une promotion que les différents ministères font des langues nationales. Et Diapo, il y a également la traduction de documents officiels en langue nationale qui est régulièrement faite. Et présentement, nous sommes par exemple en train de traduire le budget citoyen dans au moins 10 langues nationales. Il y a également l'intervention d'autres départements ministériels, notamment le département en charge de la recherche, le département en charge de la culture et bien d'autres qui agissent en synergie pour promouvoir les langues nationales. Il y a un intérêt affiché de promouvoir et d'officialiser les langues nationales à travers donc le décret qui a été pris en 2019, et il y a des projets d'arrêté qui ont été élaborés pour accompagner, pour la mise en œuvre de ce décret-là. Il y a également la création du secrétariat permanent de la promotion des langues nationales en 2019. Il y a également la dynamisation de la Commission nationale des langues au Burkina Faso qui est en train d'être entreprise. Alors tout ça pour promouvoir donc les langues, même celles minoritaires. En deuxième question, donc, je dirais que le Burkina Faso, alors pour ce qui est des stratégies, il faut dire que le Burkina Faso a opté pour le bilinguisme de stratégie qui veut que l'apprenant évolue en utilisant deux langues, notamment le français et la langue nationale. C'est parce que nous avons estimé que le bilinguisme apparaît comme un des meilleurs garants de la coexistence pacifique des langues et des communautés qui les parlent, et constitue également un antidote contre la glottophagie. Diapo. Alors, pour répondre donc aux défis des barrières linguistiques et de promotion de l'éducation inclusive pour tous les apprenants, nous avons deux niveaux. Au niveau de l'éducation formelle, mais également au niveau de l'éducation non formelle. Pour ce qui est de l'éducation formelle, il y a eu la planification donc, de la généralisation de la mise à l'échelle de l'enseignement bilingue, ce qui a nécessité l'extension géographique de l'enseignement bilingue au niveau du primaire, mais également de l'enseignement multilingue
au niveau du post-primaire et du secondaire. Il y a l'extension linguistique de l'enseignement bilingue. De 2 langues au départ, nous sommes aujourd'hui à 10 langues nationales qui sont enseignées dans les écoles. Attention, des langues de scolarisation. Il faut les doter donc d'outils pour permettre leur utilisation dans les écoles primaires et dans les collèges. Il y a la formation des enseignants, mais également des encadreurs dans les instituts de formation initiale des personnels, notamment à l'INFPE et à l'ENS de l'Université Norbert Zongo. Il y a la prise en compte des langues nationales à l'examen du certificat d'études primaires, la mise en place du continuum d'éducation plurilingue au niveau du secondaire, notamment les collèges multilingues spécifiques. Il y a enfin l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de généralisation de l'éducation bilingue qui est en marche actuellement. Alors, diapo. Alors, au niveau de l'éducation, diapo, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, nous utilisons... Mrs. Zio, your mic is off. Could you please turn on Monsieur your... Zio, votre micro est coupé. Est-ce que vous pourriez l'activer, s'il vous plaît? Hello? Votre micro est coupé. Oui. Oui, oui. Yeah. Le son est activé. Oui. Madame, je peux aller? Oui, oui. Oui, c'est On bon, peut on aller? vous entend. Oui, Ok. très bien, on vous entend. Merci, madame. Donc, je disais qu'au niveau de l'éducation, de l'alphabétisation et l'éducation non formelle, 33 langues sont utilisées généralement dans nos centres d'alphabétisation. Et chaque année, l'État accorde une allocation au Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle pour l'ouverture de ces centres-là qui donnent l'enseignement dans les différentes langues nationales. Donc, comme je le disais, à peu près 33 langues nationales. Il y a enfin le plan d'action de la politique linguistique qui prévoit chaque année la description et l'instrumentation de nouvelles langues. Pour l'année 2023, par exemple, 3 langues nationales ont été concernées donc par cette description et cette instrumentation. Alors, en 3, les défis. Les défis rencontrés, les défis obstacles. Nous avons comme premier défi l'insécurité. Il faut dire que la paix sociale et l'accessibilité à toutes les zones est une condition majeure pour la promotion des langues nationales. Il y a également le complexe d'infériorité à parler les langues nationales pour nombre d'éléments, nombre de populations au Burkina Faso. Il y a la définition d'une politique de formation et de recherche sociolinguistique en sociolinguistique appliquée. Il y a la faiblesse de l'environnement lettré. Il faut dire que cette faiblesse-là joue négativement et constitue une menace pour les acquis de bon nombre d'apprenants à travers la perte donc de leurs acquis en langue nationale. Il y a la trop grande dépendance vis-à-vis des financements. Il faut dire que la plupart des interventions à notre niveau relèvent des financements extérieurs et ça joue sur la promotion donc, des langues nationales. Il y a l'instabilité institutionnelle qui fait souvent qu'on regroupe les départements ministériels et souvent on a tendance à oublier justement la promotion des langues nationales. Alors, diapo, s'il vous plaît. Alors, comme action envisagée, nous avons l'instrumentation donc, des langues nationales et leur utilisation et leur instrumentalisation donc, dans l'enseignement. Il y a la promotion de la recherche sur les langues locales, les langues dites minoritaires, aussi bien par les historiens que par les linguistes. Il y a la recherche sur les langues de travail dans l'administration et dans la justice, la recherche sur les langues de scolarisation, comme je le disais, et le développement de l'environnement lettré qui doit consister à instrumenter les langues nationales, les langues utilisées dans l'enseignement. Diapo, comme leçon apprise, nous nous sommes rendus compte que le plan d'action de la politique linguistique doit nécessairement prendre en compte la sécurité et accorder la sécurité à toute langue nationale. En principe, toutes les langues doivent être considérées sur un pied d'égalité. Il n'y a que les préjugés défavorables dont sont victimes
les différentes langues par rapport au français sont toujours tenaces et vivaces au Burkina Faso, ici au sein des populations. Il y a que les principaux détracteurs de nos langues nationales se recrutent parmi les 10 intellectuels, ceux qui ont appris le français et qui constituent des bourreaux souvent de nos langues nationales. Il y a que l'opérationnalisation de la stratégie de mise à l'échelle de l'enseignement bilingue et plurilingue dans tous les ordres d'enseignement doit être un facteur de protection et de valorisation de nos langues nationales. Diapo. Alors, il faut également noter que, comme dernière leçon, nous nous sommes rendus compte qu'il nous faut forcément actualiser la liste des langues nationales. La liste des langues nationales dont nous disposons actuellement date de plus de 20 ans, alors qu'il faut, dans la loi d'orientation portant officialisation et protection des langues nationales, il est dit qu'une loi doit, du moins un décret doit venir stipuler les différentes langues nationales au Burkina Faso. Présentement, nous n'avons pas une actualisation de ces langues nationales et ça, c'est un cheval de bataille que le ministère porte actuellement. Merci de votre aimable attention et je m'excuse encore pour la qualité donc, de la communication parce que je suis présentement hors du Burkina. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Zio. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zio, pour cette présentation, une expérience du Burkina très intéressante. Et je voudrais maintenant inviter notre troisième orateur pour cette session, Monsieur Aziz, qui nous rejoint depuis l'Indonésie et qui va nous parler de l'expérience indonésienne autour de ces questions liées aux langues, au multilinguisme et à l'alphabétisation. Vous avez la parole, Monsieur Aziz. Peut-être que vous pourriez partager votre écran depuis chez vous, car pour le moment, nous ne voyons pas votre présentation, dit Madame Choldo-Chalieva. Oui, maintenant, nous la voyons. Oui, oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Aziz. Très bien. Merci de me permettre d'intervenir. Je voudrais donc parler des questions liées aux langues et au multilinguisme donc en Indonésie en partant de nos politiques et de nos expériences comme cela a été stipulé. Je voudrais donc couvrir trois grands aspects. Tout d'abord, la situation linguistique de l'Indonésie, un certain nombre d'éléments factuels et de défis. Ensuite, le multilinguisme et les droits des langues minoritaires. Et troisièmement, les interventions du gouvernement par rapport à la langue, donc aux langues, au multilinguisme et à l'alphabétisation. Je voudrais tout d'abord vous dire quelques mots sur la situation concrète, les défis rencontrés par l'Indonésie. Alors, premier point, le cadre réglementaire et juridique de l'Indonésie reconnaît trois grandes catégories de langues, locales, nationales ou étrangères. S'agissant des langues locales, nous avons pu en identifier et en documenter quelques 718. C'est-à-dire que cela représente plus de 10% des langues que l'on trouve à travers le monde, avec des niveaux de vitalité qui varient donc depuis un bon niveau de sécurité en passant par une situation compromise, voire même extrêmement périlleuse. Alors, la répartition des langues entre l'Ouest et l'Est du pays est un peu différente, avec peu de langues dans l'Ouest, même si la population des locuteurs de chaque langue est assez importante et dense. Par contre, dans l'Est, vous avez plus de 75% du total des langues locales que l'on trouve donc dans la partie orientale du pays, mais à chaque fois avec un nombre de locuteurs petit. Actuellement, presque tous les Indonésiens savent parler la langue nationale, le Bahasa Indonesia, ce qui atteste du succès de notre campagne pour renforcer l'unité nationale et le nationalisme en passant par la langue. Nous avons mené campagne autour de l'utilisation du Bahasa Indonesia depuis longtemps et ces efforts ont été récompensés.
Par contre, cela représente une menace pour les langues locales. Beaucoup de langues locales, en vérité, sont confrontées à une extinction potentielle pour toute une série de raisons. On peut citer l'attitude des locuteurs eux-mêmes qui se sentent en position d'infériorité ou en tout cas en perte de prestige quand ils parlent une langue locale. D'ailleurs, les orateurs précédents l'ont évoqué également pour les contextes gambiens et burkinabés. Ensuite, vous avez les mariages mixtes ou interethniques avec une certaine concurrence au sein des ménages ou des familles entre les langues respectives des parents. Et pour éviter des situations conflictuelles au sein des ménages, parfois les époux et épouses trouvent un compromis qui consiste à adopter une langue tierce, la langue nationale. Et ensuite, vous avez donc les phénomènes de migration liés à l'éducation ou au travail qui impliquent d'adopter une nouvelle langue. Voilà les principales menaces donc, qui pèsent sur les langues locales. Et pour ce qui est de l'alphabétisation et des compétences en calcul, pour ces deux aspects, donc, et pour la lecture, enfin, il y a très peu de lecteurs réguliers. En Indonésie, il n'est pas si facile de trouver des lectures, des supports de lecture qui puissent être intéressants pour les apprenants. Et je voulais mettre l'accent sur cet aspect donc, intéressant ou attirant des supports, car on trouve énormément de choses à lire, mais pas toujours des choses très intéressantes. Ensuite, vous avez donc le fait que les programmes sont beaucoup trop chargés avec quelques 17 matières différentes, avec à chaque fois un travail de mémorisation très, très lourd. Ce n'est pas rien. On voit par ailleurs dans les statistiques qu'un élève scolaire sur deux ne parvient pas à atteindre un seuil minimum de compétences en lecture ou en écriture ou encore en calcul. Pour ce qui est du multilinguisme et des droits des langues minoritaires, j'ai 4 grandes idées à évoquer. Tout d'abord, du point de vue donc, de cette diversité linguistique, il est essentiel d'être multilingue, de pouvoir s'exprimer dans plus d'une langue, même si en réalité la communication interethnique passe plus facilement par le recours donc au bahasa indonésien. Deuxième aspect, les droits des langues minoritaires sont garantis au terme de la loi. Leur survie doit être assurée. Il faut, au titre des règlements, donc assurer leur développement et leur préservation pour les langues à la fois locales et nationales. Il faut souligner une distinction, une répartition très claire des responsabilités entre l'échelon central à Jakarta, et les autorités locales, s'agissant donc de ces différents aspects de la protection des langues locales. Et cela implique que chaque acteur sait exactement quelles sont les tâches qui lui incombent entre donc, le développement, la protection et la promotion de ces langues locales. Quatrième point, donc l'alphabétisation qui est de plus en plus répandue en tant qu'activité ou programme est désormais érigée en programme prioritaire dans le cadre des plans de développement nationaux et c'est une priorité désormais. À partir de là, la plupart des Indonésiens sont multilingues depuis un très jeune âge. Ils apprennent plusieurs langues en plus de la langue nationale, le bahasa indonésien. Et plus tard à l'école, ils ont l'occasion d'apprendre en plus l'anglais ou d'autres langues étrangères, essentiellement l'anglais et l'arabe. Donc, par rapport à cette problématique et aux défis qui se présentent, les autorités
indonésiennes ont mené un certain nombre d'interventions. Je vais vous en présenter deux ici. La première a trait à la préservation des langues locales. Là, on se concentre davantage sur la revitalisation plutôt que sur la documentation, c'est-à-dire qu'on essaye de revitaliser les langues car nous avons déjà suffisamment de documents. La documentation elle seule ne signifie rien si l'on n'a pas aussi des efforts de revitalisation des langues locales. Voilà l'idée qui sous-tend ces politiques. Donc, on met l'accent davantage sur la revitalisation plutôt que sur la documentation. Deuxièmement, on fournit différents modèles pour différentes circonstances, car comme je l'ai mentionné, l'Indonésie est un pays très vaste. Nous avons différentes langues et nous fournissons donc différents modèles et ces modèles sont définis par différents facteurs. D'une part, la vitalité linguistique de la langue locale. Ensuite, la méthode de transmission de la langue au fil des générations, comment est-ce qu'elle est transmise au sein de la famille, de la communauté ou dans le cadre éducatif. Est-ce que la langue est enseignée ou non à l'école? Ça devient l'une des considérations pour définir quel sera le modèle applicable. Nous en avons trois, le modèle A, le B et le C. C'est ainsi que nous les désignons. Ensuite, il y a aussi la concurrence entre les langues existantes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? L'utilisation des langues par chaque locuteur respectif. Est-ce qu'ils vont utiliser davantage une langue par rapport à l'autre? Ou est-ce qu'ils utilisent 2 ou 3 langues en même temps? Donc, voilà les trois considérations qui sont prises en compte pour déterminer quel est le modèle qui est adapté à quelles circonstances. Monsieur Aziz, peut-être encore 2 minutes et puis il faudra, désolé, mais il va falloir conclure. Alors, les activités de revitalisation sont menées dans toutes les sphères, maisons, écoles, communautés, avec la participation active des militants pour les langues, des parents, d'autres membres des communautés. Nous fournissons également des supports pédagogiques dans les langues locales. Les langues minoritaires et locales sont utilisées comme moyen d'instruction dans les premières années d'enseignement. Par le passé, ça n'était pas le cas. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'intervention numéro 2, par rapport à l'alphabétisation, nous avons des discussions en groupe ciblé avec les enfants, les parents, les enseignants et les experts pour déterminer le contenu des livres de lecture afin d'améliorer la qualité et le niveau d'alphabétisation des enfants. Les livres sont conçus par des experts de l'écriture de livres pour enfants et illustrés par des illustrateurs professionnels. Donc, si l'on examine les livres que l'on trouve en Indonésie, on a des ouvrages très intéressants désormais, avec de très belles illustrations et avec peu de texte. Et les livres sont classés en fonction de l'âge des lecteurs et de l'évolution de leurs compétences en lecture. Et pour le moment, ils ne sont distribués, ces livres, que dans les écoles maternelles et élémentaires, dont les niveaux d'alphabétisation sont les plus faibles sur la base de notre enquête nationale. Et ensuite, on mène également un suivi pour voir comment optimiser les livres de lecture, comment les présenter également de façon attrayante. Voilà 2 interventions que nous menons en Indonésie. Et nous en sommes maintenant à la phase de suivi et d'évaluation de nos interventions, car il s'agit là d'une initiative nouvelle qui a démarré il y a 2 ans de cela. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aziz. Je remercie les 3 intervenants. Alors, malheureusement, nous avons déjà dépassé le temps imparti à notre session. Si vous avez des questions à l'intention de Monsieur Jiang de Gambie, de Monsieur Zio du Burkina Faso ou de Monsieur Aziz d'Indonésie, qui ont abordé la question des stratégies et des initiatives ainsi que des pratiques dans leurs pays respectifs. Communiquez vos questions
au secrétariat de l'Alliance GAL. Nous nous mettrons en contact avec eux et nous vous communiquerons effectivement leurs réponses. Merci beaucoup pour votre temps. Et j'aimerais maintenant demander à Marie Yasunaga, ma collègue, de commencer la modération de la séance 2 qui va porter sur les initiatives en termes de programmes dans les contextes multilingues. Vous avez la parole. Merci. Merci Rakat. Bienvenue à tous à cette séance 2. Là, nous allons parler des programmes d'alphabétisation dans les contextes multilingues et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Anna Khalil et Monsieur Abdoulaye Mbaye qui vont nous faire part de leurs connaissances et de leurs expériences du Pakistan et du Sénégal. Ils vont présenter le programme qui a reçu le prix UNESCO en 2017 et 2019 respectivement. Alors tout d'abord, Madame Khalid est conseillère exécutive de la Fondation des citoyens du Pakistan. Elle a rejoint cette organisation à but non lucratif en 2009 et travaille sur le programme d'alphabétisation des adultes à Agay qui couvre un grand nombre de filles et de femmes. Et elle a également contribué à des initiatives sur l'eau potable, la génération de revenus, etc. Monsieur Mbaye, quant à lui, est responsable du service formation et innovation de la Société de développement et des fibres textiles, Sodefitex au Sénégal, et coordonne les formations techniques et professionnelles. Il est ingénieur et formateur et spécialiste dans le développement rural et les technologies de l'éducation. Comme cela a été mentionné par un cas, si vous avez des questions à leur adresser, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires au secrétariat de l'Alliance GAL. Vous pouvez aussi poster vos commentaires dans le chat pendant la séance. Je vais maintenant donc donner la parole à Madame Amna Khalid. Vous avez la parole, Madame Khalid. Merci. Je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? Oui. Bien. Parfait. Je vous remercie de me donner cette opportunité de présenter nos travaux et j'espère vous faire part ainsi des défis que nous rencontrons et des efforts que nous déployons pour les relever. Alors, ma présentation s'articule en deux sections. Tout d'abord, je vais décrire brièvement le contexte du programme d'alphabétisation en Aghaï, alphabétisation, éducation et paysage linguistique au Pakistan. Ensuite, je vais évoquer les interventions d'éducation, donc formelle et informelle, de l'organisation TCF. Ensuite, plus d'informations sur Aghaï, notre programme d'études, les défis et le cheminement de croissance et d'impact avec les compromis. Donc, normalisation pour une mise à l'échelle et localisation pour la pertinence. Et je vais partager avec vous des extraits d'une étude d'impact et différentes initiatives que nous déployons. Donc, le Pakistan, c'est le 5e pays le plus peuplé, le 2e le plus grand nombre d'enfants non scolarisés au monde. Et moins de la moitié des femmes sont alphabètes. La langue nationale est l'ourdou. Il y a plus de 70 langues qui sont parlées dans le pays. La qualité de l'éducation pose problème et un grand nombre d'écoles privées mettent en avant l'anglais comme moyen, enfin langue d'instruction pour se mettre en lumière. Donc, la Fondation des citoyens TCF a été créée en 1996. Elle gère actuellement 1833 unités d'enseignement primaire et secondaire dans le pays, avec plus de 280 000 enfants défavorisés. Et c'est probablement le plus grand réseau d'écoles gérées de façon indépendante au monde. D'emblée, il a été décidé que l'ourdou, la langue nationale, serait la langue d'instruction.
l'anglais serait enseigné, mais seulement en tant que matière, pas en tant que langue d'instruction. Et la normalisation du programme scolaire, c'est un des facteurs de base ayant permis la mise à l'échelle des opérations de cette organisation. Au-delà de l'enseignement formel, alors que nous étendons cela de nouveaux emplacements, il était nécessaire de rester en lien avec les communautés et les paysages que nous avons découverts. Au-delà de l'enseignement formel, nous avons également AGAI, donc programme d'alphabétisation non formelle, et cela veut dire sensibilisation. Nous avons aussi développé un programme sur les compétences de la vie quotidienne et nous avons mené des recherches, c'est le MTBMLE, c'est-à-dire éducation multilingue fondée sur la langue maternelle. Elle a un modèle d'apprentissage en 4 langues qui a été expérimenté dans les déserts de Tarparkar, dans le Sindh. Alors, dans cet esprit de développement et d'apprentissage continu au sein de TCF, nous avons mené une enquête très vaste sur le profil des communautés avec plus de 240 000 étudiants, 120 000 familles, avec des entretiens menés par le corps enseignant de l'organisation TCF, c'est-à-dire quel était le niveau d'éducation des membres de la famille, quelle est la religion, les langues parlées à la maison. Et ces informations ont été utilisées par l'organisation afin d'étayer la conception des programmes. Sur la base de cette enquête, nous avons pu déterminer que 45% des mères de TCF et 30% des pères de TCF sont analphabètes. Et le taux d'alphabétisation pour les pères de TCF, c'est le même qu'au niveau national, tandis que pour les mères, 45% ne peuvent pas lire ou écrire contre 47% à l'échelle du pays. Donc, il y a plus de mères qui savent lire et écrire parmi les mères de l'organisation TCF, tandis que le niveau est le même pour les pères. Nous avons également eu une comparaison des taux d'alphabétisation des sœurs et frères aînés. C'est une étude très récente et cela nous permettra d'inclure une dimension genre et également de tenir compte des écarts entre les générations. Et donc, on voit que le Punjabi est aussi largement parlé que l'ourdou, suivi par le sindhi dans les familles TCF. Et cela m'amène à la deuxième partie de ma présentation sur l'AGAI. Cela a été lancé en 2005. Il s'agit du programme d'alphabétisation non formelle pour les mères d'enfants TCF. Donc, c'est ainsi que ça a démarré, mais maintenant ça s'applique à l'ensemble de la communauté, les femmes et les filles, et cela afin de combler l'écart de communication entre l'école et la maison et au sein des foyers, entre les parents et les enfants. Alors, les mères qui savent lire et écrire ont plus de probabilités d'envoyer leurs enfants à l'école, surtout leurs filles. Et donc, elles s'appuient davantage le processus d'apprentissage et soutiennent également la mobilisation de la communauté. Donc, l'éducation des mères, c'est un facteur essentiel pour établir la confiance au sein de la communauté afin d'avoir un meilleur taux de rétention des filles à l'école. Et le programme AGAI a été élaboré par un partenaire technique local et la méthodologie d'enseignement est fondée sur la phonétique. On utilise la méthodologie IPR, introduire, identifier, pratiquer et réviser. En fait, les lettres les plus fréquemment utilisées sont enseignées en premier. Ainsi, au cours du premier mois, les apprenants peuvent déjà apprendre à lire des textes simples. Le programme scolaire comprend en fait environ 180 heures, après quoi les apprenants peuvent écrire et lire en ourdou, effectuer des opérations mathématiques de base, être sensibilisés aux questions clés en matière de santé et d'hygiène et acquérir les connaissances financières de base. Et l'objectif est l'alphabétisation fonctionnelle. Il s'agit de lire les étiquettes des aliments, des médicaments, les panneaux de signalisation routière, les enseignes, faire des listes d'achats, établir le budget des ménages.
Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, la GAI s'est développée en même temps que le réseau TCF, avec deux évolutions importantes. Tout d'abord, l'expansion du réseau d'enseignement formel de TCF au moyen de partenariats avec les autorités provinciales. Et ensuite, déplacement des cours, des locaux, des écoles vers les espaces communautaires. Car effectivement, les classes se sont remplies. Et donc, cela nous amène effectivement au défi de l'impact. En effet, à mesure que nous étendons notre action à de nouvelles communautés, il y a eu donc une plus grande diversité de langues locales, de cultures et d'âges d'apprenants. Et il s'agissait de déterminer comment est-ce qu'on pouvait rester pertinent par rapport à notre objectif d'alphabétisation fonctionnelle. Si le programme d'études est en ourdou, je vais donc vous donner lecture d'un extrait de l'étude d'impact externe qui a été réalisée en 2020. Donc, on s'est rendu compte que l'ourdou n'est pas la première langue de la majorité et qu'il est relativement plus difficile pour une personne de plus de 30 ans d'acquérir des compétences en ourdou que pour les jeunes apprenants, qui sont généralement plus rapides lorsqu'il s'agit d'apprendre l'ourdou. Donc, lorsqu'on réfléchit à ce processus, on s'est aperçu qu'il fallait gérer les choses sous deux angles. Tout d'abord, nous avons apporté des révisions à notre programme scolaire en incluant des contenus pertinents pour les filles et les femmes des communautés à faible revenu. La langue est restée l'ourdou, mais nous avons inclus des concepts ayant trait à la santé et à l'hygiène. Nous avons introduit l'alphabet anglais parce que les apprenants s'intéressaient à l'anglais. Nous avons ajouté l'éducation aux finances puisque les femmes épargnent beaucoup. Et nous avons aussi utilisé des références à des objets d'usage courant. Donc, on a mis l'accent sur ce qui était commun pour les bénéficiaires, avec un contenu adapté. Ensuite, ce que nous avons fait est porter sur la communication et l'utilisation de la langue locale comme passerelle. Je vais vous donner effectivement de nouveau un extrait de l'étude. L'ourdou est la langue d'enseignement du programme AGAI dans toutes les régions, mais la langue locale est également utilisée principalement au cours de la phase initiale et dans certains centres tout au long du cours pour communiquer et faciliter la compréhension des apprenants et l'interaction en classe. Le programme encourage l'utilisation de l'ourdou comme langue d'enseignement sans décourager l'utilisation de la langue locale. Il y a encore des défis à relever et nous y travaillons encore et nous souhaiterions également apprendre des expériences des autres participants. Et l'étude a montré que la GAI facilite la fluidité de la lecture en ourdou, mais la compréhension de ce qui est lu reste un défi, surtout si les possibilités de mettre en pratique les compétences sont limitées et lorsque la langue maternelle est très différente de l'ourdou. Par ailleurs, le défi du multilinguisme est plus important pour les compétences en écriture qu'en lecture. Et les compétences de calcul sont les plus faciles à gérer car on utilise les chiffres anglais et il n'y a que 10 chiffres à apprendre. Donc, comment est-ce qu'on envisage de gérer ce défi? Donc, au début d'année, nous avons commencé en phase pilote dans 16 lieux avec plus de 200 femmes, une donc, série de formations qui sont axées, tout comme pour l'ourdou, sur la phonétique, sur les lettres les plus utilisées, puis des entretiens de pratique et d'identification. En fait, il s'agissait plutôt, de cette méthodologie identifier, pratique et révision. Et nous avons ensuite donc à cœur de continuer donc à créer des bibliothèques communautaires pour encourager les diplômés à emprunter des ouvrages et à lire. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous, Madame Khalid. Je voudrais maintenant inviter donc Monsieur Mbaye, qui est président, enfin chef de la formation et d'innovation au sein de la Sodefitech. C'est à vous, Monsieur Mbaye. Your microphone? Est-ce que votre micro est ouvert? Oui. Merci. Bonjour. Vous m'entendez? Allô? Oui. Yes. Allô? Vous m'entendez? Allô? On vous entend très bien. Oui, merci. On vous entend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je m'en vais vous partager l'expérience que nous avons donc en matière
d'alphabétisation suivi de formation professionnelle, donc à la base, donc au niveau de la zone où notre société intervient. Donc, Diapo, donc nous sommes une société agro-industrielle, donc nous intervenons dans l'agriculture et le développement rural. Nous signons des contrats avec les producteurs qui nous fournissent donc une production cotonnière et nous égrenons cette production pour le transformer en fibre et c'est ça que nous vendons donc à l'extérieur. Donc, nous intervenons dans le tiers sud du Sénégal, notamment pratiquement nous touchons 7 régions sur 14 donc au niveau du Sénégal. Et notre objectif est d'assurer donc un transfert donc de fonctions donc aux organisations de producteurs et former via les langues nationales donc des relais villageois, des relais techniques villageois, donc issus donc de ces organisations de base, mais dans l'objectif donc de professionnaliser davantage ces producteurs et diriger un dispositif original et permanent de transmission donc des innovations agricoles et du développement rural. Diapo suivant. Donc, quelques dates remarquables dans le processus. Donc, nous avons démarré depuis l'alphabétisation depuis 1982, donc avec l'intervention et l'appui donc de quelques organismes, quelques ONG et l'État aussi, ce qui nous a permis donc d'aboutir dans le processus de mise en œuvre à une nouvelle approche depuis 2014 qui consiste à faire une alphabétisation d'abord, ensuite suivi d'une formation technique professionnelle à la base. Diapo suivant. Donc, quelques aussi résultats déjà comptabilisés donc, pour cette alphabétisation suivie de formation professionnelle que nous considérons comme un levier donc, essentiel pour la croissance économique au niveau du monde rural. Donc, nous avons comptabilisé 63 735 personnes alphabétisées, dont 15 032 femmes. Donc, et parmi ces gens alphabétisés, donc, nous avons aussi formé des gens de façon professionnelle. Donc, on a des profils comme moniteurs, des superviseurs, des conseillers polyvalents. Nous avons aussi des conseillers agricoles paysans. Nous avons aussi beaucoup de relais techniques en production végétale, comme aussi en production animale, des chefs de culture. Nous avons des chefs d'exploitation dans le cadre d'un entrepreneuriat. Et toutes ces ressources humaines constituent un vivier de compétences pour l'économie rurale. Diapo suivant. Donc, notre stratégie, c'est de créer donc, un environnement alphabétisé en faisant passer donc, les producteurs qui sont les bénéficiaires donc, du programme et qui sont âgés à peu près de 20 à 45 ans, donc d'un état d'illettrisme à la maîtrise des compétences en lecture, en écriture courante, en calcul, donc dans les langues nationales, donc les plus utilisées dans la zone cotonnière qui sont le Pulaar, le Wolof et le Manding. Dans notre stratégie aussi, après cette phase d'alphabétisation, on sélectionne donc les meilleurs pour une formation professionnelle technique à la base qui prend appui sur les acquis de l'alphabétisation fonctionnelle pour l'émergence de nouveaux métiers ruraux grâce donc à une acquisition de compétences donc, techniques et professionnelles dans différents domaines qui sont sollicités par les communautés. Quelques dispositions ont été prises donc, pour caractériser l'efficacité du programme et la rendant plus inclusif. Il s'agit de l'accessibilité du programme donc, qui caractérise en fait une légitimité démocratique. Donc, rien ne doit être imposé à la communauté. Il y a aussi l'acceptabilité, donc, ce qui caractérise une légitimité démocratique. Ensuite, l'accessibilité, donc, qui caractérise la disponibilité donc, des ressources
en fonction de la diversité donc, des situations des apprenants. Donc, en autres termes, c'est l'accès au programme d'alphabétisation de tous et de toutes, quelles que soient les conditions sociales et les appartenances culturelles. Il y a aussi la dotation en ressources matérielles comme non matérielles. Donc, il y a aussi l'adaptabilité du programme qui se caractérise par des conditions de participation à l'alphabétisation, des conditions de participation à l'alphabétisation qui sont adaptées aux réalités du milieu. Diapo suivant. Donc, la touche innovante de notre pratique, dans notre contexte, c'est d'abord la certification de ces formations professionnelles. Donc, par les services du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, permettant de faire valider cette expérience innovante de formation technique et professionnelle. Autre point dans la touche innovante, la réécriture des curricula de formation basée sur l'approche par les compétences, conformément à la politique du sous-secteur de la formation professionnelle et technique dans le cadre des orientations stratégiques du gouvernement visant sa réforme et sa modernisation. Il y a aussi un autre point d'innovation comme le renforcement de l'environnement alphabétisé, les supports, les outils de formation, les outils de travail dans le monde rural doivent être adaptés au contexte et aux besoins des cibles et rédigés en langue nationale, soit en pulaar, en mandingue ou en wolof. Diapo suivant. Donc, quelques principaux facteurs de partenariat réussi. Bon, il y a la synergie de partenariat entre différentes parties prenantes, à savoir l'État, les institutions et services techniques. Donc, il y a les différentes institutions en charge de l'alphabétisation, il y a la société civile, il y a le secteur privé, les communautés eux-mêmes, il y a les entreprises et autres partenaires techniques et financiers. Et quelques facteurs aussi, dans ces quelques facteurs aussi, il y a l'expérience et la rigueur des partenaires, en particulier privés, dont leur efficacité dans le processus de contrôle. Il y a aussi la mobilisation de ressources dans le partenariat, la mobilisation de ressources et de capacités bien trop importantes dans ces programmes-là pour qu'un seul secteur puisse y parvenir. Diapo suivant. Donc, vous voyez les partenaires impliqués dans notre pratique. Donc, il y a la Fédération nationale des producteurs de coton, donc les communautés, il y a la direction de l'alphabétisation, l'État, donc il y a la direction de la formation professionnelle, il y a les inspections académiques, donc il y a les instituts comme l'IPE, donc le pôle de Dakar, UNESCO, donc il y a les Bamtare Services, donc c'est des ONG, donc tous sont impliqués dans le programme. Diapo. Donc, l'insertion des bénéficiaires, en moyenne, environ 90% des bénéficiaires sont insérés dans les groupements de producteurs de coton et grandes exploitations agricoles familiales à l'issue de l'apprentissage, car la demande des producteurs à travers la Fédération nationale des producteurs de coton. Donc, la demande les producteurs, la demande émane des producteurs de coton. Et on a vu que il y a 2 mois, juste entre la fin de la pratique et le début de la campagne agricole, donc c'est le temps moyen d'accès aux premiers emplois des bénéficiaires. Donc, l'organisation du suivi de l'insertion des bénéficiaires est réalisée. Donc, une base de données est créée afin de répertorier les relais techniques en production végétale, chefs de culture, chefs d'exploitation, tous les profils qu'on avait formés. Donc, et un programme de suivi du transfert des compétences de ces nouveaux relais et chefs de culture est établi et exécuté par le service formation et conseil agricole de la SODEFITEX. Il y a aussi la Fédération nationale des producteurs qui veille à leur insertion dans les GPC. Diapo suivant.
Mr. Mbaye, Ouais. if possible, could you conclude in 2 minutes, please? Monsieur Mbaye, puis-je vous demander Ouais. de conclure dans les 2 minutes si ça ne vous ennuie pas? Merci beaucoup. Non, oui, d'accord, merci. Donc, quelques opportunités donc, pour impact. Donc, il y a l'existence donc, de réseaux originaux de ressources humaines. Donc, il y a la pertinence aussi et l'efficacité technique du modèle. Donc, sa mise à l'échelle serait un immense progrès donc, pour nos économies donc, et la productivité des métiers artisanaux. Il y a aussi des changements de comportement induits donc, de l'installation de ces nouvelles compétences, mais aussi il y a l'amélioration significative des conditions de vie donc, des producteurs cibles grâce à l'effet de l'employabilité rurale. Chapeau 11. Donc, pour la nouvelle approche donc, pour formation à la base, donc, intègre le processus d'apprentissage tout au long de la vie, avec un accent particulier donc, sur la perspective d'une formation continue donc, de l'adulte en rapport avec son environnement immédiat et en fonction des exigences du monde. Il faut dire que aussi la pertinence, les thèmes développés s'inspirent donc des activités dominantes et rattachées au quotidien des apprenants, telles que les activités rurales, la vie familiale, la vie courante en milieu rural. Donc, ça favorise aussi la prise en main de l'apprentissage par les communautés de base, d'une part, et reste d'autre part un moteur de développement. Ça constitue un levier aussi pour la satisfaction donc, de besoins en compétences. Donc, je pense pour le dernier diapo. Donc, pour quelques contraintes, c'est l'absence de mise à l'échelle d'une telle pratique, donc pour sa consolidation, et qui serait possible dans le cadre d'une mutualisation donc, des ressources de programmes d'alphabétisation et de programmes de formation qualifiantes et préqualifiantes, donc mise en œuvre donc, par les différents ministères concernés, les ONG, etc. Il y a l'absence aussi d'appui de l'État depuis 2009. Donc, le programme est continuel et le financement dépend de la production agricole annuelle et les ressources de l'entreprise en l'absence de financement externe, ce qui réduit fortement la portée donc, du programme. Ainsi, aussi, il y a l'absence de partenariats techniques et financiers efficaces donc, dans le développement d'environnements propices d'apprentissage à travers les langues nationales. Donc, merci de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mouraillet. Donc, Monsieur Mbaye, pardon, c'est un peu triste de vous avoir obligé à abréger la fin de votre présentation. Merci, malheureusement, nous sommes tenus par le temps dont nous disposons. Merci. Et nous en sommes désolés. Merci beaucoup encore. Donc, il a été très intéressant de vous entendre tous les deux. Nous avons beaucoup appris. Il a été intéressant de voir notamment les efforts constants que vous déployez pour essayer donc, de développer l'aspect recherche, analyse, collecte de données, rendre les programmes plus pertinents. Nous allons entamer maintenant la 3e session et cette fois, nous mettons l'accès sur l'aspect recherche. Je voudrais donc inviter ma collègue Noro à prendre la suite comme animatrice. Merci beaucoup. C'est bon, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, Nora. Oui, donc moi je parle français pour la diversité linguistique. Bienvenue à cette session 3 donc, sur les perspectives de recherche en matière de langue, d'alphabétisation et de multilinguisme. J'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes, Madame Pia Ori, Madame Kathleen Hug et Madame Barbara Trudel. Je vais les présenter très brièvement parce que nous sommes un tout petit peu en retard, je suis désolée. Vous allez trouver une biographie détaillée dans le chat. Donc, je commence par Madame Pia Ori qui interviendra en premier. Elle est chercheuse en neurosciences intégratives et cognition. Donc, c'est un centre qui existe au CNRS ici en France. Et aussi, donc je pense à un centre qui est aussi à l'université Paris-Cité, ici en France également. Elle me corrigera après si c'est pas correct. Donc ces recherches portent plutôt sur les mécanismes sous-jacents à l'acquisition précoce des langues pour les nourrissons monolingues et multilingues.
Madame Kathleen Hug, elle est professeure dans le domaine de l'enseignement des langues et du multilinguisme. Elle est professeure à l'Université de l'Australie du Sud. Elle est spécialisée dans les politiques et pratiques de l'éducation multilingue en Afrique et en Asie-Pacifique. Et finalement, Madame Barbara Trudel, elle est senior experte dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation. Elle est aussi spécialiste également de tout ce qui est multilinguisme, alphabétisation. En fait, elle a vécu et travaillé en Afrique et au Pérou. Elle a travaillé pour nous à l'UNESCO. Elle a également travaillé pour l'UNICEF ou avec l'UNICEF, la Banque mondiale, le GIZ, parmi les nombreux partenaires avec qui elle travaille. Et nous sommes donc très honorés d'avoir ces trois personnes et nous commençons par la présentation de Madame Pio Ori. Voilà, je vous remercie. Thank you very much for the presentation and good afternoon. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction et bonjour depuis Helsinki. À vrai dire, c'est vrai que je suis basé à Paris, mais actuellement, je me trouve à Helsinki. Et je voudrais vous dire quelques mots donc, sur les éclairages récents de la recherche sur l'apprentissage précoce et le rôle des environnements linguistiques pour le développement de l'alphabétisation. Les fondements des compétences donc en lecture et en écriture, mais également donc pour les mathématiques et les compétences sociales sont acquises de façon extrêmement précoce. On pourrait dire que les bases sont posées pendant les toutes premières années de la vie. Cela repose donc sur l'état des toutes dernières recherches en matière neuroscientifique. Nous avons observé donc la présence dès la naissance des mécanismes qui président donc à l'activité neurologique. Néanmoins, la première enfance permet à certains moments clés une neuroplasticité beaucoup plus marquée qui rend le tout jeune enfant particulièrement bien adapté pour acquérir des compétences telles que par exemple la phonologie d'un locuteur natif. Et je voudrais justement m'attarder sur cet aspect qui est si important pour la suite et pour l'acquisition des compétences en lecture. Les tout jeunes bébés donc sont capables d'acquérir ces notions phonologiques ou phonétiques et deviennent sensibilisés par rapport à ces aspects linguistiques, ce qui leur permet d'acquérir rapidement différentes compétences. Et il semble y avoir une forte corrélation entre cette exposition précoce à différents sons pendant les toutes premières années de la vie, d'une part, et d'autre part, la capacité à acquérir un vocabulaire très large, car le développement linguistique s'appuie en grande partie sur l'acquisition de toujours plus de vocabulaire, ce qui permet également d'avoir une meilleure capacité de lecture et de compréhension de l'écrit. On voit là qu'il y a énormément d'aspects qui sont importants pour l'acquisition de ces compétences en lecture dès les premières années de la vie. Donc, comment offrir un environnement optimal pour le développement du langage, pour la croissance du vocabulaire et le développement des compétences de lecture? Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'apprentissage de la langue se produit dans les interactions sociales avec ce qu'il y a sur la gare de l'enfant, les enseignants et d'autres membres de la communauté. Effectivement, ces interactions entre les enfants et les adultes sont essentielles et cela permet d'améliorer également les compétences cognitives et sociales telles que l'attention, la façon de gérer les émotions, ce qui est nécessaire à l'école par la suite. Deuxièmement, la quantité et la qualité de l'apport en langage cela est important.
En fait, les enfants apprennent la régularité de leur langue maternelle lorsqu'ils reçoivent un apport suffisant de ceux qui en ont la garde de leurs parents. Et lorsqu'on parle de qualité, il s'agit de l'utilisation de la langue maternelle dans les interactions et l'utilisation effectivement d'un discours riche. Et par ailleurs, il faut aussi un accès aux livres, la fréquence d'une lecture partagée, le fait de raconter des histoires. Ce sont des facteurs importants pour le développement du langage. Il y a aussi d'autres facteurs externes qui contribuent aux opportunités d'apprentissage, tels que la situation socio-économique de la famille, le niveau d'éducation de la mère, le bien-être mental de la mère également. Une éducation dans le cadre de la petite enfance, une éducation de qualité est importante. C'est là que se développe le vocabulaire, l'utilisation de concepts abstraits se développe et c'est en jouant qu'on apprend le mieux à ce niveau-là. Cela permet d'accroître la curiosité et a un impact positif sur l'apprentissage de la langue. Et l'utilisation également de la musique a un impact positif. Cela permet d'accroître l'apprentissage de la langue chez les enfants au cours de la petite enfance. Donc, la recherche montre qu'il y a un lien fort entre le développement précoce du langage, de la langue et les compétences en lecture. Il est bénéfique pour les enfants d'apprendre à lire dans leur langue, la langue qu'ils parlent à la maison. Et cela permet aussi d'avoir de meilleures opportunités de développer les connaissances. Cela se traduit par de meilleurs résultats scolaires et cela favorise la relation entre les parents et les écoles. Et la plasticité cérébrale et le potentiel d'apprentissage sont très importants au cours des premières années de la vie et des interventions précoces telles que la sensibilisation des parents sur l'importance des apports linguistiques, le bien-être mental, le fait de fournir des soins préscolaires et une prise en charge préscolaire de qualité, eh bien tout cela bénéficie aux enfants et cela promeut leur apprentissage tout au long de la vie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Pierre-Henri. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame Kathleen Hug. Merci beaucoup. Excusez-moi, on ne vous entend pas, Madame Kathleen Hug. We can't hear you. On ne vous entend pas. There must be a technical problem, I guess. Il doit y avoir un problème technique. Nous ne vous entendons pas. Nora, maybe we can ask Kathleen to maybe microphone is not properly plugged C'est in. peut-être que son micro n'est pas bien connecté ou peut-être qu'en fait avec le clavier de l'ordinateur, peut-être qu'elle a coupé le son. Il faudrait qu'elle puisse vérifier tout cela. Donc, Madame Kathleen Hug, est-ce que vous pouvez vérifier votre connexion audio, le son? Nous ne vous entendons pas. Nous voyons une diapositive à l'écran, mais nous ne vous voyons pas et nous ne vous entendons pas. Elle est bien là, elle est bien là. Alors, ça y est, là, voilà, je change effectivement l'entrée pour le son. Ça marche? Oui, ça marche maintenant. Merci. Donc, désolé, il semble qu'effectivement, mon casque ne fonctionnait pas. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Merci.
Donc, les principaux systèmes d'éducation ne tiennent pas compte des étudiants multilingues, en particulier provenant de minorités marginalisées ou de communautés aborigènes. Donc, je vais là répondre aux questions qui ont trait au lien entre l'apprentissage de la langue et le multilinguisme dans le cadre de perspectives importantes pour les communautés autochtones et aborigènes qui vivent dans des régions reculées, mais qui sont pertinentes également pour un grand nombre de communautés marginalisées dans le monde. J'aimerais attirer l'attention sur la nécessité de reconnaître que les perspectives d'alphabétisation axées sur le Nord ne tiennent pas encore compte de ce à quoi ressemble l'alphabétisation pour un grand nombre de personnes multilingues. Et sous cet angle, j'attire l'attention sur 6 considérations clés pour les décideurs. Tout d'abord, la première, c'est qu'il est très important d'assurer une collaboration minutieuse avec les communautés qui serait guidée par les communautés quant au type d'éducation qui est important pour ces communautés et quels en sont les objectifs. Il est important également de comprendre que pour un grand nombre de communautés, elles ne voient pas l'alphabétisation ou les langues ou le multilinguisme ou l'éducation comme étant séparés d'un ensemble de relations intégrées et holistiques qui sont importantes pour les communautés et pour le bien-être des communautés. Donc, il est très important de comprendre la nature de la façon dont les communautés, dont chacun prend soin de l'autre au sein d'une communauté, donc le fait qu'elle prête attention à la communauté dans le passé, le présent et l'avenir. Il est important également de bien comprendre le lien entre les communautés et leurs terres ou le lieu où elles vivent. Mais cela a une très grande signification et cela comprend par exemple le rôle de l'eau, des puits ou des plans d'eau, des arbres, du vivant et du non-vivant. Et tout cela est très lié à la façon dont ces communautés souvent comprennent les connaissances, comment est-ce qu'elles produisent les connaissances et les transmettent d'une génération à l'autre. Et bien sûr, dans toutes ces langues et avec ce multilinguisme qui va de la communauté où vivent les personnes et le multilinguisme qu'utilisent ces personnes lorsqu'elles voyagent d'un endroit à un autre dans le cadre de la mobilité. Donc voilà les 2 premières considérations. Comprendre et être guidé par les communautés. Et la 3e considération, c'est que tout système éducatif qui travaille avec les communautés autochtones doit commencer par les systèmes communautaires et construire progressivement des voies d'accès aux systèmes régionaux ou nationaux d'éducation. Et cela signifie bilinguisme et multilinguisme avec les langues des communautés. Il s'agit de présenter des scripts bilingues ou multilingues avec des récits. Eh bien, ça, ce serait la première étape. 4e considération, il s'agit d'une compréhension fondée sur les éléments probants, compréhension donc de l'éducation bilingue et multilingue, de la théorie, pratique, pédagogie et évaluation. 5e considération, développement des capacités pour assurer la durabilité et la mémoire institutionnelle dans le cadre des établissements éducatifs. Et là, bien entendu, on met toujours l'accent sur les enseignants, mais il faut s'assurer également qu'on développe les capacités des éducateurs, des communautés, et également dans le cadre de la formation des enseignants. Mais ce développement des capacités doit aller au-delà des enseignants et des éducateurs communautaires pour couvrir également les formateurs d'enseignants, les responsables de l'éducation dans les institutions, les départements ministères de l'éducation de chaque pays. Et il y a autre chose qui est apparu clairement dans le cadre de l'essentiel des recherches qui ont été menées au cours des 40 dernières années, c'est que il est presque inévitable que dans tout département au ministère de l'Éducation, il y ait ceux qui
s'appuie en fait sur des obstacles dans le système, des agents qui empêchent un changement rapide. Et il est vraiment très important d'essayer de débloquer ces obstacles, ces situations dès que possible. Parce qu'un agent qui sait comment bloquer un système peut empêcher le changement pour de nombreuses générations d'étudiants. Alors, l'image que vous voyez à gauche a été produite par 15 membres d'une communauté, des 3 communautés de la région désertique centrale de l'Australie. Et ça n'est pas seulement un tableau, une peinture, cela représente l'histoire, les récits des communautés et de la population Anangu dans la région désertique centrale de l'Australie. Donc, lorsque je parle d'alphabétisation, notre compréhension de ce à quoi ça peut ressembler l'alphabétisation, ça n'est pas nécessairement ce que l'on voit écrit sur un bout de papier ou dans un texte. Souvent, cela s'inscrit dans la relation ou cela se manifeste par des formes artistiques que les populations savent lire et les enfants doivent apprendre également à les lire, ces formes artistiques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, sur cette diapositive, j'attire l'attention sur ce que dit une personne âgée, Katrina Tichei, qui vit dans cette région désertique centrale, dans la population Anangu, et qui exprime dans son art la relation entre la langue qu'entend d'abord un enfant et les nombreuses langues que va entendre cet enfant au cours de sa vie, et explique comment ces langues sont liées à la connaissance. Et je vais vous donner lecture de ce qui figure en caractère gras. Avant que le bébé ne naisse, la voix de sa mère et la relation avec la mère est la première langue. Et si je vois une personne, je peux voir la langue dans son kurumpa. La langue, c'est parler, chanter, raconter des histoires, peindre, chasser, inma, danser, raconter des histoires. Tout cela est lié. C'est chungu. Et quand je vois quelque chose comme un arbre, alors mon kurumpa entend sa langue. La relation est déjà là. Et de nombreuses langues nous rendent riches et fiers. Donc la relation entre les langues et l'identité, c'est quelque chose de très important. Diapositive suivante. Alors, ça n'est pas seulement dans la région désertique centrale d'Australie ou dans d'autres zones reculées que les personnes, souvent, expriment leur histoire ou leur connaissance sous forme artistique. Voilà une photo de personnes qui co-construisent l'histoire pour une très grande peinture murale dans un musée de Bhopal en Inde, à Bhopal en fait. Et en fait, l'image est ainsi coproduite et co-révélée. Et on voit comment les idées, les connaissances et l'expérience, y compris donc la littératie de cette personne, se traduit ainsi par des croyances, des connaissances, des manières d'être, avec des connexions étroites, des liens étroits avec des lieux spécifiques et leur écologie. Et on voit ici, sur cette peinture, qu'il y a des êtres vivants et des non-vivants, des lieux également qui sont illustrés dans ce texte finalement, qui est un texte artistique et qui nécessite de savoir lire, mais lire de façon très différente de ce que l'on attend des enfants dans les systèmes de scolarité traditionnels. Diapositive suivante. Donc voilà. Pour lier les langues, le multilinguisme et l'alphabétisation, on doit mettre l'accent, bien sûr, sur les supports de lecture qui doivent refléter les questions importantes pour les communautés, pour les apprenants et leurs familles. Donc, pour faire référence aux diapositives que nous venons de voir, il est important, en fait, de noter que ce qui est important
pour les apprenants ou les enfants, cela en fait apparaît dans des livres que lorsqu'on essaie effectivement de rejoindre les systèmes conventionnels qui peuvent être monolingues ou bilingues, parfois trilingues, mais les supports de lecture bilingues et trilingues peuvent présenter les différentes langues en parallèle. Mais lorsque les apprenants commencent à écrire, ils peuvent mélanger leurs langues d'une façon qui ressemble à la langue parlée. Et les enseignants peuvent gentiment guider les apprenants vers la séparation de 2 ou 3 langues à l'écrit au fil du temps, mais il ne faut jamais humilier ou punir les élèves qui mélangent les langues. Les élèves peuvent bénéficier de pratiques d'alphabétisation élargie et pertinentes pour la communauté qui inclut l'art, la danse, la musique, l'art du spectacle. Et je vais maintenant essayer de définir ce que signifie l'éducation multilingue. Cela signifie que cela comprend la langue, la connaissance et la traduction. La traduction consiste à traduire la langue et les connaissances. Les pratiques bilingues et multilingues et la pédagogie peuvent être connues comme translangue et transconnaissance. Les translangues horizontales, eh bien ça, ce sont les langues parlées de façon informelle au quotidien où on mélange les langues, on échange les codes en fonction de la personne à qui on parle. Néanmoins, la translangue verticale, le translangage vertical, c'est-à-dire l'utilisation plus formelle de la séparation des langues, par exemple dans la traduction ou lorsqu'on écrit 2 versions côte à côte, eh bien cela est absolument essentiel si l'on essaye d'avoir un accès équitable à l'enseignement supérieur pour nos élèves et nos étudiants. Donc, la transconnaissance, la traduction, l'échange de connaissances communautaires ou locales ou autres encore, cela est tout aussi important. Donc, tous les apprenants ont besoin d'une expertise translangue horizontale et verticale, ainsi qu'une transconnaissance pour réussir. Voilà ce que je souhaitais dire dans ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kathleen Hug. Je reviendrai bien sûr sur les interventions tout à l'heure. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole à Madame Barbara Trudel. Merci, Barbara. Je suis désolée, j'ai une annonce, excusez-moi. Nous avons jusqu'à 15 heures pour l'interprétation, donc nous avons un tout petit peu de temps. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, je souhaitais simplement vous faire part brièvement d'activités de recherche que nous menons sur les programmes d'alphabétisation des adultes dans un contexte multilingue. Diapositive suivante. Voilà, donc le contexte de la recherche et des programmes, cela a trait à l'alphabétisation des adultes parmi les populations africaines à faibles ressources et souvent rurales. Diapositive suivante. Et dans ces contextes, le terme multilingue fait référence aux locuteurs de langue locale qui utilisent leur langue au quotidien, mais qui sont confrontés à des besoins d'information qui ne sont disponibles que dans des langues internationales. Diapositive suivante. Alors, quelle est la source de données pour ce que je vais vous présenter ici? Bien, il y en a 2, y compris une étude de 2019 sur l'impact des programmes d'alphabétisation des adultes dans les langues locales, plus de 20 ans après la mise en place de ces programmes. Et il s'agissait de l'expérience au Ghana, en Éthiopie, Cameroun, Kenya et Burkina Faso. Diapositive suivante. Donc, la deuxième source de données, il s'agit d'un programme d'alphabétisation axé sur le développement qui est en cours actuellement dans 5 communautés linguistiques qui sont situées au Kenya, en Tanzanie, au Malawi et en Namibie. Literacy for Women in Africa, c'est le nom du programme. Diapositive suivante. Alors, quelques conclusions sur lesquelles je voudrais m'attarder brièvement. Tout d'abord,
les informations écrites qui parviennent jusqu'à la communauté ou jusqu'à la famille depuis l'extérieur leur parviennent dans des langues extérieures, elles aussi. Les informations sur le développement, de nouvelles idées, sur la façon d'améliorer ses conditions d'existence ou encore des supports religieux. Deuxième conclusion, les informations qui sont produites par la communauté, quant à elles, sont rédigées dans la langue de la communauté, qu'il s'agisse de lettres, de registres, d'histoires, ou vous le voyez dans cette photo, cette note qu'une femme s'est laissée sur la paume de sa main. Quand les gens veulent s'exprimer par écrit, ils utilisent leur propre langue. À partir de là, on observe que pour une population qui est alphabétisée dans sa propre langue, la maîtrise des langues internationales permet donc de faire circuler des informations écrites entre communautés et entre personnes et d'en profiter dans sa propre vie. Mais la langue de l'extérieur ne saurait remplacer la langue de la communauté, même à l'écrit. Voilà pourquoi les compétences en lecture et en écriture, donc dans la langue d'origine, la langue de la famille, restent essentielles pour l'apprentissage des adultes. Et la maîtrise à l'oral des langues internationales est également essentielle pour parvenir à obtenir donc une maîtrise à l'écrit dans ces mêmes langues, car on ne peut pas comprendre une langue qu'on ne parlerait pas. Il faut donc une maîtrise à l'oral pour les langues internationales et une maîtrise à l'écrit pour les langues locales. Voilà ce qui permet véritablement aux gens de s'approprier les choses. Et on observe que les résultats des programmes d'alphabétisation des adultes dans des langues locales sont très intéressants. Par exemple, ici, une femme du Ghana qui nous dit « Je suis agricultrice et je peux maintenant noter les dates de semailles de mon mil ou de mes cultures et savoir que cette année, à tel moment, eh bien, si je procède au semailles, j'aurai suffisamment de pluie pour que la récolte soit bonne. » Ou encore, cette femme du Kenya qui nous dit « Avant de participer au cours d'alphabétisation, je pouvais bien sûr m'acheter ou vendre des choses et je me retrouvais avec un petit monticule d'argent. Et je me disais, j'ai beaucoup d'argent, mais depuis que j'ai appris à lire et à écrire, je peux compter. Et là, à partir de là, je vois, tiens, j'ai acheté pour tant. Est-ce que j'ai pu réaliser un bénéfice ou est-ce que j'ai connu une perte? Nous voyons également donc des évolutions d'ordre pratique dans la vie quotidienne. Par exemple, cet homme ghanéen qui nous dit « Dans ma communauté, nous participons avec enthousiasme au programme d'alphabétisation et désormais les gens prennent l'hygiène très au sérieux. Ils sont soucieux d'avoir un environnement propre et ils sont capables de noter à quel moment il faut procéder au sommeil et de se mobiliser de façon autonome pour accéder à des prêts. En termes de confiance en soi ou d'estime de soi également, on voit des effets très marqués qui sont peut-être moins évidents. Cette femme du Cameroun qui nous dit « Si vous n'êtes pas alphabétisé, vous ne pouvez pas lier librement des associations avec d'autres personnes. Désormais, je suis libre, je peux tenir debout sur mes pieds et m'adresser aux autres. » Des effets également sur l'apprentissage tout au long de la vie. Cet homme éthiopien qui nous dit des adultes de 40 ou 50 ans qui n'auraient jamais eu le moindre espoir d'apprendre à lire, eh bien, en font désormais l'expérience dans leur propre intérêt et pourront désormais transmettre cela à leurs enfants. Voilà un peu quelques exemples donc, des effets obtenus grâce à l'utilisation de la langue locale dans ces programmes d'alphabétisation. Quelques mots en guise de conclusion, et j'essaye d'aller au plus vite, puisque je sais que nous avons peu de temps. Même en zone rurale, les communautés africaines sont exposées à d'autres langues que leur langue d'origine. Et nous le voyons, un environnement d'alphabétisation multilingue est un facteur important pour apprendre avec succès et pour se sentir bien. Les capacités en alphabétisation dans la langue d'origine ont un rôle central pour faciliter l'apprentissage et le développement d'autres langues, mais également de la langue d'origine. C'est ce que nous observons. Cela permet de ne pas laisser de côté, de ne pas oublier l'importance donc de ces capacités de lecture et d'écriture dans sa propre langue.
Merci. Je crois que c'était ma dernière page. Merci beaucoup, Barbara. Merci à nos trois intervenantes. Ce que je retiens donc de ce qui a été dit concernant, je dirais peut-être l'articulation ou les liens entre la langue, les langues, le multilinguisme et l'alphabétisation, c'est tout d'abord trois grands points. Et j'en profite pour dire que les interventions, les présentations répondent à des questions qui ont été posées, par exemple, ou des défis auxquels font face le Burkina Faso, par exemple, ou la Gambie, et peut-être le Pakistan sur l'importance de la langue maternelle, aussi bien pour les enfants, les petits-enfants, que les adultes. Alors, je vais peut-être commencer par un point qui a été soulevé dans la conclusion de Madame Pia Ori, c'est en fait la plasticité du cerveau des enfants au cours des premières années de la vie. Et quand on dit que l'apprentissage commence au berceau, c'est vraiment important parce que là, il y a tout le potentiel d'apprentissage qui se développe et également qu'il est important d'intervenir très précocement, donc d'intervenir auprès des parents, d'avoir un accueil préscolaire de qualité et aussi des avantages de ce que présente le multilinguisme comme un atout précoce et non pas comme un inconvénient, ce qu'on vit actuellement dans tous les pays du monde, aussi bien sur le développement de l'enfant, le développement de sa propre langue, des autres langues et également de son bien-être. Ensuite, j'ai bien retenu les 6 considérations, les 6 facteurs clés qui ont été soulevés par Madame Kathleen Hug pour les décideurs dans les contextes multilingues. Elle a précisé qu'il s'agit avant tout des marginalisés, des groupes marginalisés, mais je pense que dans des contextes multilingues normaux, cela s'adresse aussi quand la langue est un facteur d'exclusion et non pas d'inclusion. Et là, on voit que l'alphabétisation est perçue autrement dans les pays du Sud par rapport au Nord, si je peux dire. Et comment elle a fait le lien entre les différentes expressions concernant le langage, parce que là, la langue n'est qu'une manifestation du langage. Donc, on a vu des peintures, elle a expliqué un peu l'articulation. Et surtout, ce que j'ai retenu, c'est la collaboration avec la collaboration avec les communautés, leur implication, leur participation concernant tout ce qui est acquisition des langues, transfert des connaissances, des savoirs, en fait tout ce qui est, je dirais, pertinent à leur communauté en termes d'éducation et également de besoins en termes de langue et bien sûr de multilinguisme. Et le dernier point qu'elle a soulevé est vraiment très important, c'est identifier les barrières concernant les changements. Quand j'ai écouté le Burkina Faso et la Gambie, mais c'est vrai pour un certain nombre de pays, quelle est la valeur de la langue maternelle? C'est cette sensibilisation qui fait défaut, je pense, parce que nous avons une très mauvaise perception de notre langue maternelle, surtout peut-être les pays dont les langues sont minorisées. Et là, il y a du travail à faire. Et enfin, ce que Barbara a dit, c'est ce lien entre la langue première ou la langue parlée à la maison et les autres langues. Elle a parlé des compétences en littératie dans la langue parlée à la maison, qui jouent un rôle central dans la facilitation de l'apprentissage et du développement des autres langues, aussi bien que la langue parlée à la maison. Donc, il y a ce lien entre la langue parlée à la maison et les autres langues et comment elles s'articulent finalement. Voilà, merci beaucoup Rakat et je suis désolée, j'ai pris un peu de temps. Et merci à notre 3 intervenantes parce que c'est très important d'avoir soulevé donc, ces perspectives de recherche en matière d'alphabétisation, de langue et de multilinguisme. Merci beaucoup. Merci, Noro, and thank you so much for all the speakers of session 2.
session 2 and 3, I would like to summarize very quickly about the entire Pour les sessions 2 et 3, donc, je voudrais remercier tous nos orateurs et je vais peut-être essayer de résumer en quelques mots notre séminaire d'aujourd'hui. Nous sommes désolés d'avoir un petit peu dépassé le temps prévu, mais je voudrais consacrer quelques instants à un rapide résumé de ce qui a été évoqué pendant ces 3 sessions successives pour essayer donc de lancer des passerelles entre les présentations. Nous l'avons vu, le multilinguisme est plutôt la norme qu'autre chose. On en a vu de nombreux exemples tirés de différents pays, quelques 718 langues par exemple en Indonésie ou encore au Burkina Faso, 59 langues, en Gambie, 12 langues d'importance variable en termes de population de locuteurs. Donc, alors, le multilinguisme a un rôle important, vital pour la promotion de l'inclusion et des apprentissages inclusifs, ou plus largement de l'inclusion sociale, permet davantage de cohésion sociale en mettant l'accent sur la diversité linguistique en tant qu'atout, en tant que force plutôt que défi. Et je crois qu'il est important de souligner que, par exemple, dans la session 1, nous l'avons vu, les autorités nationales érigent en priorité politique ces aspects liés donc aux langues dans les politiques d'éducation pour que les enfants, les jeunes, les adultes aient tous la capacité à apprendre dans leur langue maternelle, la langue autochtone, leur langue de naissance, avec toute une série de raisons qui peuvent être de nature économique, mais également culturelle, par exemple. Et nous l'avons vu, des pays comme le Burkina, l'Indonésie, la Gambie travaillent à la promotion de la place des langues dans l'éducation et la formation pour une meilleure qualité de l'éducation pour tous. Alors, dans la session 2, avec le Sénégal et le Pakistan, nous avons vu des exemples concrets de mise en œuvre de programmes d'alphabétisation pour permettre donc aux adultes, mais également parfois aux enfants, non seulement d'apprendre d'autres langues, mais également d'acquérir des compétences en lecture et en écriture, donc que ce soit donc dans ces différentes langues, donc ou pour la vie quotidienne. Et nous avons entendu enfin des chercheurs, des chercheuses nous présenter à partir de différentes méthodologies ou approches idéologiques, si je peux présenter les choses sous cet angle. Par exemple, du point de vue des neurosciences, nous avons vu l'importance des apprentissages précoces pour le développement neurologique et linguistique. Nous avons vu également, donc, dans le deuxième exemple, cet aspect critique de l'acquisition de langues dans une perspective qui sort un petit peu de nos habitudes ordinaires, où là, on fait intervenir donc d'autres aspects que le langage proprement dit dans le contexte de la communauté locale pour faire évoluer les choses. Et puis, nous avons vu avec Barbara donc, des exemples de la façon dont ces campagnes d'alphabétisation peuvent faire évoluer donc, la situation, la vie quotidienne des participants. Il nous en a donné toute une série d'exemples. Je voudrais souligner que tout cela nous renvoie finalement à une idée essentielle, permettre donc l'acquisition et l'usage des langues dans différents contextes, local, national ou plus largement à l'international, doit être quelque chose qui part d'éléments probants, tirés de la recherche. Et bien sûr, nous avons donc cette plateforme avec une réunion comme celle d'aujourd'hui organisée par l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, GAL. Il y a là une occasion de voir non seulement les retombées positives de ces campagnes, mais également les défis rencontrés dans différents contextes nationaux. Je voudrais souligner également le fait que les modèles, les approches des langues, du multilinguisme et donc de l'alphabétisation
on le voit, sont extrêmement diversifiés avec des résultats, des effets diversifiés. Là aussi, d'où l'importance qu'il y a à assurer un suivi, une évaluation de ces différents programmes et à mieux saisir donc la portée des considérations d'ordre financier, puisqu'il y a toujours des coûts associés donc à l'introduction de tel ou tel type de modèle avec des supports adaptés, des capacités adaptées pour les animateurs, les enseignants qui travailleront donc avec ces apprenants dans les différentes langues, nous l'avons vu. Je voudrais maintenant remercier tous nos orateurs qui sont intervenus au fil de ce séminaire. Merci d'avoir partagé avec nous ces différentes initiatives, ces différents éclairages, parfois tirés de la recherche. C'était aujourd'hui notre deuxième webinaire qui mettait l'accent donc sur les langues, le multilinguisme et l'alphabétisation dans le cadre de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Je voudrais vous signaler le fait que la troisième édition de notre webinaire sera consacrée aux techniques numériques pour l'apprentissage et nous tiendrons donc ce troisième séminaire au début du mois de décembre. Ce sera l'occasion de débattre plus avant de ces questions liées aux technologies dont nous pouvons disposer, nous inspirer et de parler également donc des pratiques et de la recherche qui peuvent inspirer nos politiques ainsi que notre pratique dans nos pays respectifs. Je voudrais également souligner, et notre directeur, M. Chakroun, en parlait tout à l'heure, le fait que nous avons lancé une campagne. J'apprends tout au long de la vie. I am a lifelong learner en anglais. Et nous vous invitons donc à tous participer à la promotion de cette campagne. Mes collègues ont déjà partagé les liens que vous retrouverez dans le chat. Merci encore de votre participation. Malheureusement, il ne nous reste plus de temps du tout pour les questions et réponses et j'en suis absolument navré. Je vois qu'il y a toute une série de mains levées, mais l'interprétation n'est assurée que jusqu'à 15 heures. Il ne nous reste plus que 2 minutes et des poussières. Et si vous avez des questions, je vous invite à nous les envoyer directement au secrétariat. Nous serons très heureux d'y répondre. Si vous avez la moindre question sur ces thématiques que vous souhaiteriez voir évoquées, par le secrétariat dans l'intérêt des pays qui font partie du GAL. Faites-le nous savoir, nous serons très heureux donc de travailler en coopération avec vous pour veiller à ce que nous fassions intervenir des experts dotés des compétences pertinentes. Merci beaucoup encore de votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci également à tous nos collègues du secrétariat. L'oratrice remercie également les interprètes qui la remercient à leur tour et grâce auxquels nous avons pu donc échanger en 2 langues au moins, même si ce n'était pas multilingue à proprement parler. Au revoir et merci encore.